Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur le podcast de la bonne fortune Cédric Tempestini. Salut Cédric! Salut Ismaël, bonjour à tous. Yes, je suis vraiment super content de t'avoir aujourd'hui pour faire une émission qui va être passionnante dédiée sur les crypto-monnaies. On est en 2023, ça commence à avoir un petit peu de mouvement sur ce marché, etc. Et donc de refaire un petit tour d'horizon avec toi, de voir avec ton œil, avec ta vision, via ton prisme, comment on peut faire pour se préparer à un éventuel bull run futur, oui, non, déjà est-ce qu'il y en aura un, et de faire un petit état du marché des cryptos et de voir comment se prémunir pour constituer son patrimoine, voilà, pour certains peut-être qui sont déjà rentrés au bon ou à un moins bon moment pour le coup, et voir comment on peut faire un petit peu tout ça. Donc ça va être vraiment super intéressant. Je suis super content de t'avoir, et juste en quelques mots, parce que donc Cédric, toi tu es un entrepreneur on va dire assez large, donc à succès, tu as percé justement dans le monde des crypto-monnaies mais pas que. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, donc tu es full, ta vie est full dédiée donc au niveau des Maldives, tu as déménagé, etc. Est-ce qu'en quelques mots Île Maurice. L'île Maurice, oui, tout Aussi. à fait. J'ai vu ce matin un post LinkedIn qui parlait sur les Maldives et et tu vois. Et donc voilà, si tu peux te présenter, et comme ça, voilà, ça sera un peu plus clair pour celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de me recevoir sur ce podcast. Et donc, pour me présenter rapidement, moi, j'ai 40 ans, j'ai 2 petites filles, je suis marié, je vis à l'île Maurice, je suis expatrié. Avant, j'étais en France, dans le sud de la France. Je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, donc ça fait 17 ans maintenant. Là-bas, j'étais développeur web, donc plutôt un profil techos, on va dire, de base. J'ai gardé une appétence à la technique d'une manière générale. J'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine du digital. J'en possède encore une en France, où j'ai quelqu'un qui la gère maintenant. C'est ma plus vieille boîte d'ailleurs, que j'ai depuis 17 ans. Ok. Aujourd'hui, concrètement, je passe mon temps surtout sur la gestion de mon patrimoine, mes investissements, à monter en compétence sur cette thématique. Je suis vraiment passionné par ce sujet. Et en synergie avec tout ça, j'ai créé aussi une communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs sélective, qui a pour but à la fois de regrouper des gens hors du commun, parce que j'ai développé une certaine obsession de l'entourage, mais avec raison. Ça a eu des effets extrêmement bénéfiques pour moi à partir du moment où je me suis mis à le faire. Et donc c'est à la fois aujourd'hui le business auquel je me consacre, mon business principal, et à vrai dire le seul dans lequel j'ai un rôle opérationnel aujourd'hui. Après, j'ai des participations dans diverses boîtes un peu partout dans le monde au final maintenant. Et donc, voilà, dans cette communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs, on a des échanges toutes les semaines, on a des partages d'informations, il y a un côté réseau bien évidemment, et puis j'amène des deals puisque là, moi j'investis dernièrement là dans un appartement j'achète un appartement clé en main en Lettonie, je me fais accompagner aussi pour ça. D'ailleurs, je recherche vraiment des investissements où c'est en mode j'apporte de l'argent, je n'ai rien à faire. Là, on est sur un club deal aussi en Angleterre. Je suis en train de monter un club deal sur du flip immobilier à Dubaï. Hier, là, j'ai pas beaucoup dormi, à vrai dire, parce que cette nuit, à 23h30 heure mauricienne,
Ça correspondait à 20h30 heure française. Il fallait aller vite sur ce deal où j'ai présenté un deal en private equity autour du Web3. Yes. Donc cette nuit à ma communauté. Et donc voilà, j'ai 4 heures de sommeil. Donc j'espère que je vais tenir la route et que mes propos resteront cohérents. Eh ben super, ben merci pour cette superbe présentation. Ben on voit en effet, on sent cette passion sur l'investissement, sur la construction du patrimoine au sens large, on Hmm. va dire à 360 degrés. Et dedans, donc les cryptos, les crypto-monnaies, la blockchain d'une façon générale tient une place particulière. Quand est-ce que tu es rentré, toi, sur le marché des crypto-monnaies? Donc, on voit ce background un peu technique, toujours intéressé dans le domaine du digital, etc. Quand est-ce que tu as découvert un petit peu les cryptos et pour toi, qu'est-ce que ça représente d'une façon générale, la blockchain, la technologie de la blockchain? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ok. Moi, je suis rentré en haut de la bulle de 2017-2018. Voilà, fin décembre 2017, tout Ah début oui, janvier 2018. Voilà, donc vraiment au top du truc, quoi. Euh, donc voilà pour la question. On pourra revenir un peu sur cet épisode si tu le souhaites après. Mais j'essaie de répondre aussi précisément que possible à ta question. Et ensuite sur que représente la blockchain. Alors, euh, on va pas se mentir, hein, en premier lieu, formidable opportunité d'enrichissement. Pour ma part, ça a été life changer. On pourra revenir dessus, mais le bull run de 2021 a été, enfin, j'ai gagné plus d'argent en quelques mois que dans toute ma vie d'entrepreneur. Donc, c'est le genre de choses qui bousculent un peu psychologiquement aussi. Et ça a été un parcours sur lequel j'ai écrit un bouquin d'ailleurs, à vrai dire, qui a été assez riche, on va dire, psychologiquement et émotionnellement. Et donc, déjà, un aspect, je dirais, investisseur spéculateur sur l'opportunité qu'il y a de surfer sur ce marché pour faire grossir rapidement son patrimoine, mhm, un accident positif de richesse. Et sur la technologie en elle-même, alors je rentre en résonance puissante avec toute la partie, je dirais, liberté, responsabilité, qui sont associées à la philosophie qu'il y a derrière, en tout cas ce que je perçois comme étant la philosophie qui est derrière le Bitcoin, la blockchain, la décentralisation. Et dans un monde où aujourd'hui, alors, je ne veux pas rentrer dans des trucs trop polémiques, mais disons que une des raisons pour lesquelles on est parti de France, c'est qu'on n'était plus du tout en accord avec la direction que prenaient les choses. Et, euh, et dans un monde où je trouve que les niveaux de contrôle, ouais, on va le dire comme ça, s'accroît, et les gens sont de plus en plus déresponsabilisés. Disons que je vois ça un peu comme peut-être une île de repli, un univers de repli, la blockchain pour les gens qui ont soif de liberté et de responsabilité personnelle, parce que les deux vont ensemble. Voilà. exactement, super. Bah écoute, ouais, c'est intéressant ce point de vue parce que j'ai déjà eu plusieurs acteurs qui sont venus parler de crypto-actifs, crypto-monnaies, etc. sur cette émission et à chaque fois, souvent, enfin, ça tournait sur une technologie décentralisée, etc. Plus sur la technique, mais toi, tu l'abordes avec la perspective que ça peut offrir et en effet, il y a ces deux choses. D'une part, la liberté, deuxième part, la responsabilité qui est accrue et c'est quand même intéressant et c'est bien de le voir et de le savoir en effet, hein, ne serait-ce que sur un cas d'usage, un cas pratique tout simple, le fait de détenir des cryptos actifs, on va avoir des portefeuilles, etc. On va être nous-mêmes propriétaires et c'est à nous de faire attention, c'est pas gardé par une banque ou etc. Potentiellement si, mais pas que. Et donc voilà, donc ça responsabilise et pour plein d'autres cas d'usage, ouais. Mm. Euh, Est-ce que 2023, il y a les crypto-monnaies, donc il y a une petite hausse et reparti un petit peu après une bonne descente et puis un Mm. long range, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait à l'aube du début d'un nouveau bull run? Une question à 3 millions Alors de quand tu dollars. dis, alors, alors je vais répondre. Ça va être une réponse. En fait, je ne sais pas. Voilà. Et personne ne sait.
Déjà, ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, c'est que personne ne sait. Voilà, il y a des gens qui vont le soutenir mordicus, mais voilà, on n'est pas Madame Irma. Il y a des tas de facteurs qui sont en dehors de l'univers de la crypto, qui peuvent influencer aussi ce qui se passera sur l'écosystème. Donc, euh, pour ma part, je me projette en termes de scénario. Et Mm. j'essaye de m'attacher à des probabilités de survenance. Et en fonction de ça, de définir du coup l'allocation que je vais consacrer à ce portefeuille et le pourcentage de patrimoine que je suis à l'aise de mettre dedans et de mettre à risque. Voilà, puisqu'il faut pas oublier, je sais que tout le monde le répète, mais ça fera pas de mal de le dire une fois de plus. C'est très, il y a une forte volatilité. Même si franchement on a de la volatilité aussi importante sur le Nasdaq par exemple et sur certaines valeurs, on prend juste l'exemple de Tesla, tout le monde dit ah les cryptos c'est n'importe quoi, il y a beaucoup de volatilité, mais regardez des valeurs en bourse ultra imposantes, Ah ouais. importantes, avec des Tesla, très fortes c'était au plus haut à capitalisations. 400. Ouais, Tesla et était au plus haut à $400 et là aujourd'hui il est à $200, sachant je crois qu'il est retombé même plus bas, donc on est déjà à moins il était 50 quoi. descendu jusqu'à 100 hein, si je me souviens bien. Voilà, donc Donc 80% ça quoi. fait Terminé. ouais, c'est dans les 75-80 tout à fait, donc Mm, c'est mm. quand même pas anodin. Voilà. Mm, 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 Euh, mm. Donc, c'est pas cette forte volatilité. Regarde Orpea. Orpea, c'était un de mes paris perdants de l'année d'ailleurs 2022. Je m'étais positionné dessus, j'avais fait une vidéo, j'ai fait tout le suivi, puis j'ai fait une vidéo pour dire ok, je me suis planté, je suis sorti, j'ai pris mes quelques pertes et voilà. Mais typiquement Orpea, bon ben au plus haut, on était à 100, là on doit être à 2. Euh, Orpea quoi. Oui. Enfin, c'était quand même pas une petite boîte, c'était un fleuron de euh, l'industrie, on va dire, de tout ce qui est accompagnement médical pour les personnes âgées, etc. Donc, voilà, ce n'est pas l'apanage seul des cryptos, je veux quand même le rappeler. Néanmoins, c'est sûr que globalement, on a une volatilité qui est plus forte que sur les marchés boursiers dans leur ensemble. Mm, mm. Donc, euh, sur alors, je vais quand même prendre des risques en parlant de moi, comment je perçois le marché actuellement. J'aime bien réfléchir en termes de comment le marché pourrait s'y prendre pour piéger un maximum de personnes. Parce que le marché, c'est ce qu'il fait, c'est prendre un maximum de gens pour donner à une très petite minorité. Et donc, ça c'est ce que j'ai évoqué dans une vidéo du 18 janvier, où je disais, bon, bah, que je voyais le piège se refermer. J'avais commencé déjà à en parler, je crois, dès fin novembre. J'ai commencé à, moi, réaccumuler de la crypto depuis mi-novembre, Mhm. parce que ben, tout le monde était en mode, c'est l'horreur, et ça va être la catastrophe, et après FTX, il va y en avoir plein, et en fait, la peur avait été déjà pricée par le marché. Et donc, ça me semblait pas délirant, et notamment avec les indicateurs que j'utilise. D'ailleurs, je fais un peu de pub pour ma chaîne, hein, tu me permettras. Oui, oui, avec grand plaisir. Mais, mais j'ai fait une vidéo justement où je donne tous mes indicateurs en fait que j'exploite moi en termes de suivi mensuel. Et il y a vraiment des choses, des pépites là-dedans, avec des choses qui permettent vraiment de voir, de prendre du recul, de sortir de cette condition d'euphorie ou de peur, de psychologie des foules à laquelle on est soumis quand on s'intéresse à la crypto. Et de voir que ben en fait factuellement ok on était sur un point potentiellement on était sur le point bas mais et au pire on n'était pas très loin donc moi dans la stratégie que j'ai détaillée là aussi sur ma chaîne, je viens de sortir donc la 3e vidéo sur cette thématique où j'explique vraiment dans le détail ma stratégie, mon allocation, les pourcentages, comment je m'y prends, mes rééquilibrages, etc. Bon bah c'était pas délirant de se remettre à accumuler. Et moi, je verrais bien, là, je pense qu'on a vraiment épuisé tout le potentiel de vendeurs, que c'était les purs et durs maintenant qui restaient, que c'était les purs et durs qui se remettaient à rentrer aussi. Et donc, quand il y a plus de potentiel de vendeurs, ben, ça veut dire qu'il y a un potentiel d'acheteur qui est là, qui est présent, qui peut revenir et qu'il faut pas grand-chose surtout. Et qu'il faut pas grand-chose. Et d'ailleurs, on le voit, hein, là, en ce moment, on a très peu de
mouvement sur les réseaux, très peu. Je veux dire, on a un niveau de tweets qui reste de nombre de tweets qui reste très bas sur les réseaux sociaux. On n'a pas beaucoup de mouvement, on va dire. Ça ne parle pas énormément de crypto, de blockchain, etc., de Bitcoin. Exactement, ça reste très 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 calme et C'est c'est en ce ça. sens où je suis vraiment très 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 content aussi de refaire une émission en cette période plutôt calme, plutôt creuse Mm. et de voir Les justement auditeurs avec peuvent hmm, te remercier, hein, sincèrement, parce que euh, c'est c'est peut-être dans ces moments-là où il y aura peut-être le moins d'audience, en fait. Mais pourtant, c'est dans ces moments-là où il faut s'y intéresser, c'est dans ces moments-là où il faut construire son portefeuille, c'est dans ces moments-là où il faut se préparer à la prochaine potentielle hausse. Donc, pour revenir là à l'instant T du marché, moi je verrais bien un rallye haussier sur 2023. Je ne pense pas qu'on repartira en bull run, mais encore une fois, je ne suis sûr de rien. Je ne fais que des scénarios et j'essaye de gérer mon portefeuille en fonction de ces différents scénarios. Et là, je verrais bien effectivement tout le monde espère pouvoir accumuler plus bas. Tout le monde espère que ça va redescendre. Il y en a plein qui sont là, ah, j'ai pas pu accumuler assez, j'ai peut-être laissé passer ma chance, qui en fait le FOMO qui est en train de monter exactement. là, Ouais. tu sais. Et puis tu vois le prix, tu vois il redescend vers les 20, je crois que hier il redescendu vers les 22 800, il y a de nouveau de l'espoir, ah, c'est cool, il va redescendre. Et hop, il repasse au-dessus des 23K. Des 24, je crois, 24, je me souviens plus Ouais, exactement. on a 24, 24 000 on dollars. était Ouais. redescendu à Hmm, hmm, 23 000 et donc on est remonté à 24 000 et quelques aujourd'hui. Et c'est donc ça. Hmm. tu sens que les gens ils sont en attente que ça baisse. Et c'est justement dans ces moments-là où ça ne le fera pas et où ça a toutes les chances de se mettre à partir et où tous les gens vont se dire, ils vont courir après le prix, ils vont se mettre à paniquer en disant je veux être dedans, je veux pas louper ma chance, ça y est c'est reparti, ah j'ai pas accumulé. Ou alors j'ai vendu en espérant que du coup ça irait plus bas. Il y en a aussi, et ça c'est le gros de la population, c'est le gros des personnes qui vont sur ce marché. Et là, alors là, si on se met à casser les 25, puis on se met à casser les 30, et il y a, voilà, il y a des chances pour que, encore une fois, parce que le potentiel de vendeur a été plutôt épuisé à mon sens, bah, il faut pas il y a pas besoin d'avoir énormément de personnes qui reviennent sur le marché pour faire grimper le prix, quoi. Donc Ouais, là, un bien rallye sûr. haussier, Hmm, hmm. peut-être remonter sur les 34K, bah là de la même manière, hein, dans les indicateurs que je suis, voilà, la zone des 34 ne serait pas délirante, on pourrait monter plus loin aussi. On verra bien, encore une fois, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai une routine, c'est pour ça que j'ai de la discipline, des choses précises mises en place et réfléchies en amont. Parce que c'est pas au moment où c'est à taper les 40K et qu'on est en mode ah mais je fais quoi là, j'ai un x3, qu'est-ce que je fais, je garde, je vends, j'en vends une partie, et qu'on est en mode panique et que on est souvent soumis du coup à un effet de sidération Mhm, parce mhm. que parce que c'est inconfortable, parce qu'on a peur en fait d'agir, et qu'on se met à rien faire, et que du coup le portefeuille se remet à descendre, et là aussi du coup on sait plus quoi faire, on panique aussi, et beaucoup en fait choisissent de ne rien faire. Euh, Ouais, ils sont et paralysés là, soit par le mouvement haussier, je fais quoi, j'ai peur d'avoir hmm, loupé le bon moment, donc je ne fais rien, ça monte, ça monte, ça monte, je ne fais rien, je ne fais rien, mais à un moment donné, bam, je veux quand même monter dans le train parce que mais le fait d'avoir attendu, bah, c'est remonté, on s'est positionné à un moment assez haut, et puis c'est là que vient pour beaucoup un peu le drame ou pas, ou alors inversement, ça descend, hop, et comme cette période où tu le dis, ben on attend que ça descende encore plus, donc on ne re-rentre pas, on ne recharge pas à ce moment-là, parce qu'on veut vraiment toucher le point bas absolument, absolument. On pense que et voilà. Et donc dans tout ça, comment on fait? Parce que donc du coup, comme tu hmm, l'as si bien dit, personne malheureusement n'a de bout de cristal, ou d'ailleurs hmm, heureusement peut-être, mais euh, ça c'est peut-être une autre considération philosophique, on aura le temps de détailler, hmm. mais comment on fait dans ce moment-là pour se construire un portefeuille? Moi, si j'ai bien compris, tu bases sur une stratégie avec enfin, tu bases ta stratégie avec des principes assez clairs pour justement te prémunir de cette psychologie qui peut nous faire défaut parfois, et donc que tu Ouais. veux t'astreindre à une certaine discipline où tu as déjà un plan d'action qui est prévu,
quelle est toi ta vision un petit peu d'investissement? Comment tu construis ce portefeuille? Est-ce que tu te fixes des points d'entrée, des points de sortie, etc. Comment tu articules un petit peu tout ça? On a évoqué sur cette même question, là, on a évoqué le prix, le cours du Bitcoin. J'imagine très bien que tu n'es pas investi full Bitcoin. Comment tu sélectionnes aussi tes actifs? Est-ce que tu as des choses pour voir, pour sélectionner des actifs, oui, non? Et voilà. Donc, comment se construire? Quels sont, toi, tes principes de base dans la construction d'un portefeuille pour pouvoir s'enrichir via les crypto-monnaies en 2023? Alors moi, je vais te dire un truc. En fait, je suis all-in sur le Shiba. Euh, non, plus sérieusement. Bien sûr, j'ai effectivement un portefeuille diversifié. J'ai un peu de Dodge d'ailleurs. Je pense qu'il y a du potentiel de hype, hein, comme à chaque bull run. En fait, il est là depuis longtemps. À chaque fois, il a tendance à pumper. Donc, de mettre un petit pourcentage dessus me semblait pas délirant. Le Euh, Dodge, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent oui. pas, c'est vraiment une crypto, c'est ce qu'on appelle un shitcoin, hein, qui n'a absolument rien derrière, c'est une fantaisie, c'est une blague. Et il y a cette hype Et qui est notamment alimentée par Elon Musk c'est ça. assez Après, est-ce qu'on souvent, peut etc. encore dire que c'est un shitcoin? Est-ce qu'on peut encore dire que c'est un shitcoin? Ben, je ne crois pas, justement, parce qu'il est quand même dans l'écosystème depuis maintenant longtemps. Il est vraiment vieux maintenant. Et il y a eh bien, toute une communauté maintenant qui est vraiment fédérée derrière. Il y a un aspect identitaire. Et est-ce que c'est pas une valeur de Mm. donner à des gens un sentiment d'appartenance, un sentiment communautaire, un sentiment de d'identité propre? Je crois que oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis aussi positionné dessus, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est transformé en quelque chose qui va plus loin que juste une blague. Voilà. Mais C'est bon, vrai. c'était Historiquement, là. c'est venu par une blague, mais aujourd'hui, c'est vrai que la question se pose à juste titre. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose, une vraie communauté, une vraie appartenance, une vraie, etc., etc., et qui donne, voilà, et qui se transforme justement ce Dodge en une certaine valeur refuge, d'une certaine manière. À l'image un peu peut-être que certains possèdent des NFT, Hmm, des collections, etc. Il y a une appartenance, il y a quelque chose. Mis à part le fait de détenir ce NFT, ben là le Dodge, ça serait pareil. J'ai du Dodge, il y a une communauté, ben pourquoi pas, en c'est effet, ça. c'est une très très belle, ouais, très très bonne question, ouais. Donc voilà, pour ma part, je pense que oui, qu'il y a une réserve de pur et dur qui sont en mode moi j'ai du Dodge et c'est ça qui fait, c'est ça, c'est puissant, hein. C'est comme d'ailleurs c'est comme avec des marques comme Apple, tu vois. Le fait d'avoir du Apple me définit en tant qu'individu. Ils ont réussi à créer ça. Et là, je crois que c'est aussi quelque chose qui s'est créé avec le Dodge. Mm, mm, mm. Et ça crée un support en fait de personnes qui vont être en mode mordicus, je ne vends pas, les mains de diamant quoi, qui crée un fondamental cohérent et réel pour le projet. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse le Dodge. Euh, je voudrais juste revenir sur l'aspect est-ce qu'il y aura ou pas un futur bull run? Parce que c'est un élément, je crois, important. Il faut bien comprendre que l'environnement macro au niveau des cryptos a quand même évolué depuis un an, avec la fin du quantitative easing. Il faut se rappeler Mm. que Bitcoin est né après la crise des subprimes et qu'il n'a connu qu'un environnement où c'était, allez, on balance de l'argent, les taux d'intérêt baissent, etc. Et donc, on a eu un vrai changement d'environnement au niveau du Bitcoin, au niveau de la crypto. Donc, ma croyance est que ça résistera et que ça peut même potentiellement profiter d'une certaine perte de confiance peut-être dans les monnaies fiat classiques, dans l'inflation, dans la dévalorisation du dollar, de l'euro notamment, et puis en fait de l'ensemble des fiat, hein, on voit la même chose qui se passe de partout sur la Terre, hein. Globalement, on remonte les taux d'intérêt, et puis c'est la fin des planches à billets, et en fait notre réserve de cash diminue en termes de valeur. Donc voilà, il faut quand même pas oublier ça. Et je ne crois pas que ça va tuer la crypto, mais je ne mets pas ce scénario, je ne le jette pas aux orties. Voilà. Je peux me Mm, mm. tromper. Et ça, ça me semble fondamental en tant qu'investisseur de toujours avoir dans une case de sa tête, je peux me tromper. Et de prendre ses décisions d'allocation et d'investissement en fonction de ça. Donc, je pense qu'il y aura de nouveau un bull run. Ça paraît cohérent par rapport à l'historique qu'on a sur ce marché, par rapport au fait qu'on a des cycles qui se répètent, par rapport au fait que la psychologie des foules ne change pas.
Les gens ne changent pas. Et si tu as lu peut-être Mémoire d'un spéculateur, euh, qui a été Exactement, ouais. écrit il y a un siècle, Ouais, il est excellent et, et- celui-là. Ouais, ouais, et rien n'a changé. On ouais, ouais, ouais. retrouve les mêmes mécanismes, on retrouve les mêmes problématiques quand on est sur les marchés, les mêmes choses qui se passent d'un point de vue émotionnel, les mêmes erreurs. Donc, ça a tendance à me laisser penser que oui, il y aura de nouveau un bull run, mais il y a quand même, même si c'est des risques qui ont diminué ces dernières années, de régulation, de trouver quelque chose au niveau, je sais pas, de, de- de l'algorithme, des blockchains ou du Bitcoin, qui n'irait pas, qui ferait que tout s'effondre. C'est pas zéro. Là, on n'est pas à zéro en termes de probabilité. Donc, je crois, mais peut-être que je vais me tromper. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus. Prenez en considération cet aspect-là. Alors, je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler parce que moi, je dois mon enrichissement massif là sur la bulle de 2021, 2020-2021, à un all-in en termes de liquidité en novembre 2020 sur la crypto. Mais c'était une décision prise en connaissance de cause. C'était une décision réfléchie où je me suis dit, OK, si je perds tout ce capital, ça va pas me faire plaisir, mais ça ne changera rien à ma vie quotidienne. Et il me faudra quelques années pour récupérer cette somme si je perds la totalité, ce qui était aussi là peu probable. À minima, je pouvais en récupérer une partie, quoi. Et par contre, c'est toujours l'aspect quel risque je prends pour quel potentiel de gain. Et là, il y avait une asymétrie qui était délirante entre le risque que je prenais et Mm, les gains potentiels. Et c'est vraiment quelque mm. chose, je pense, posez-vous cette question par rapport à votre vie aussi à vous. Hein, par rapport à est-ce que vous avez d'autres sources de revenus? Est-ce que vous avez d'autres scénarios d'enrichissement? Est-ce que si vous ne comptez uniquement sur l'enrichissement crypto, psychologiquement et émotionnellement, ça va être compliqué. Si vous avez 18 ans, si vous avez 20 ans, si vous avez 22 ans, que vous êtes jeune, de prendre tout votre capital, de le foutre là-dedans, bah, c'est pas le même niveau de risque que si vous avez 65 ans et que, en clair, vous allez mettre tout l'argent que vous avez mis de côté toute votre vie dans ce marché. Donc ça, c'est vraiment des choses à prendre en compte individuellement. Et malheureusement, vous pouvez prendre autant d'expérience et d'infos et de contenu. Et je sais que c'est ultra important là de bien vous entourer avec des gens qui ont de l'expérience, qui ont une pensée cohérente, qui sont éduqués sur tout ça. Mais l'expérience, vous serez obligé d'en passer par là. Mm, mm, Voilà. mm. Avec aussi, ben, parfois des échecs, des choses difficiles. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, que je milite sur le fait d'avoir, pour les entrepreneurs, en parallèle du développement de leur entreprise, de se former à la gestion de l'argent, parce que beaucoup font leur exit, ils vendent leur boîte, ils se retrouvent avec quelques millions, et ils n'ont aucune éducation là-dessus, et ils se trompent, et c'est normal. Sauf que là, c'est des erreurs qui coûtent beaucoup plus cher que s'ils les avaient faites il y a quelques années, en prenant juste 5-10% de leur temps. Mais au moins, ils les font au début, avec peu d'argent, avec des sommes qui restent plus faibles, plutôt que de le faire une fois que, ben voilà, ils ont fait leur exit, ils ont leurs millions, voire même des dizaines de millions, voire beaucoup plus, et où ils découvrent le truc et ils font, ben, voilà, toutes les erreurs que les débutants vont faire. Voilà. Exactement, et on le voit même, tu parles des exits, des entrepreneurs qui font des exits, mais on le voit, c'est ces scénarios sur Les des gagnants stars du ou sur des loto. footballeurs Oui. professionnels qui finissent leur carrière, hop, machin, et là, ben, va falloir Mm. que je place, etc. Se font arnaquer, font enfin, toutes les erreurs, mais de débutants, mais sans leur jeter la pierre, mais sauf qu'ils le font Mm. avec un capital qui est, pour le coup, massif, et donc des très, 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 très grosses pertes et qui font très, très mal, quoi. Mm. C'est clair. C'est clair. Et en ce sens, Donc, j'aime bien dire sur la crypto, parce que ça peut faire peur, etc. Mais à mon sens, sans faire de conseils en investissement, etc., tout le disclaimer qu'on peut faire, mais à mon sens, à l'heure d'aujourd'hui, en 2023, une personne qui est ici aujourd'hui et écoute ce podcast, qui n'a pas investi dans la crypto,
Pour moi, c'est une grosse erreur. Pour moi, il faut ouvrir un compte, ouvrir sur les plateformes d'exchange et de mettre ne serait-ce que 10 dollars, 10 euros sur Bitcoin, Ether, etc. Choisissez des cryptos, des projets, ce que vous voulez, mais une centaine d'euros, peu importe. Le risque, il est de zéro, il est de 100 euros au grand maximum, mais au moins, il y a le process de j'ai fait, je détiens, j'utilise. Et au moins de faire ça. Et si le mec se plante parce que fait un transfert et sur une mauvaise adresse, a perdu, etc. Mais il aura appris, ça lui aura coûté ses 10 euros, point. Ben, vaut mieux se planter aujourd'hui, comme tu dis, avec un petit montant, etc. Plutôt que je vends mon appartement, je fais une sortie, j'ai 200 000 euros, 300 000, 1 million, peu importe. Et Hmm. là, j'y vais et je fais cette même erreur qui me coûte plus ces 10, 100, 200, 300 euros, mais qui me coûte des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'euros potentiellement. Clairement. Je l'aurais pas L'apprentissage, dit mieux. l'apprentissage, il est essentiel et à ce sens, Hmm. voilà, et aussi de se former forcément, de se faire accompagner, c'est primordial sur tous les aspects et donc voilà. Mais à mon sens, c'est quand même primordial aujourd'hui d'être exposé sur l'univers cryptoactif pour celles et ceux qui souhaitent soit construire le patrimoine et ou le développer. Oui, aujourd'hui, c'est quand même, c'est rentré dans les mœurs, on va dire, en quelque sorte. En tout cas, pour une partie de la population, ça leur rentre, en tout cas, de plus en plus dans les mœurs. On a de moins en moins cette étiquette. La crypto, c'est pour le blanchiment d'argent, c'est pour les terroristes et les pédophiles. Dieu merci, on est en train de dépasser ça. Et Le dollar suffit amplement hein, pour ça. absolument, c'est ça, c'est ça. Euh, et d'avoir une partie de son patrimoine allouée à cette classe d'actifs, en, même en assurance, en fait. En assurance. C'est comme le fait d'avoir quelques pourcentages sur le gold. En assurance, ça a un signe noir potentiel sur l'ensemble des marchés. Ben, en fait, ce petit pourcentage prendra tellement de valeur s'il y a effectivement un événement cataclysmique qui se produit que bah, en fait, il se mettra à représenter une grosse part de votre patrimoine. Vous serez bien content d'avoir pris, d'avoir fait cette diversification et d'avoir cette assurance-là. Et je vois le Bitcoin, en tout cas, comme un élément similaire. Voilà. C'est de la diversification. Et puis, c'est le moyen de s'exposer, comme je disais tout à l'heure, à un accident positif de richesse. Voilà. Donc, euh, tu l'as dit, tu l'as parfaitement expliqué, de se familiariser parce que je crois que tous les deux on pense qu'il y a un vrai avenir dans tout cet écosystème. Et d'ailleurs, je vous invite à le lire si ça vous intéresse, le livre L'Internet de l'argent de, je vais pas citer son nom parce que je vais l'écorcher, mais voilà, vous tapez sur Amazon L'Internet de l'argent et ça sera, je pense, assez euh, révélateur. Je pense que ça vous ouvrira réellement. En tout cas, moi, ça m'a vraiment ouvert des fenêtres dans mon esprit sur cet aspect-là et sur la compréhension justement du fonctionnement des monnaies. Euh, pour revenir à la question d'origine, parce qu'on a pas mal digressé, mais j'espère que vous jugerez qu'on a abordé des points qui étaient pertinents. Moi, ma construction de portefeuille. Ok. Concrètement, là, j'ai fait une évolution du portefeuille qui m'a permis de réussir le précédent bull run. Alors, le portefeuille, c'est une chose, la discipline, c'est une chose, l'entourage, c'est une chose, et il faut pas nier qu'il y a aussi une part de chance. Voilà. Mais ça, c'est une composante universelle, hein. Euh, mais ce ne doit pas être une raison pour vous de ne pas travailler tous les autres éléments. D'accord? Parce que si il faut vous exposer à ce potentiel de chance aussi. Voilà. Euh, donc, par rapport à ce portefeuille, là, moi, en termes, alors je reprends celui-ci, hein, mais pour donner des indications qui sont approximativement correctes, donc je reprends en même temps sur voilà, mon portfolio où j'ai fait un Google Sheet d'ailleurs que je partage hein, dans les vidéos que j'ai évoquées. Euh, il y a la possibilité de récupérer mon Google Sheet que j'ai créé spécifiquement pour gérer ce troisième bull run.
avec toutes les formules de calcul, les explications dans les vidéos sur la manière de l'utiliser. Voilà, vous le récupérez gratuitement. Donc moi actuellement, voilà, j'ai 25% de Bitcoin, 15% de TH, 10% de BNB. Le BNB, belle résilience. Hein. D'ailleurs, j'ai rechargé moi je crois que c'était semaine dernière ou semaine d'avant, je me souviens plus exactement. Le temps passe trop vite. Quand il y a eu un peu de crainte sur le BUSD, moi j'ai profité pour en reprendre hein, parce que en fait ça ne vient pas casser les fondamentaux qu'il y a derrière Binance. Du XRP. Moi, ça fait un moment que je hold du XRP depuis derrière Il n'a pas donné les résultats que j'escomptais lors du dernier bull run. Mais je pense qu'il est toujours là. Je crois qu'il a du potentiel de hausse. On verra bien, mais c'est 7% de mon portefeuille là aujourd'hui. Donc c'est pas non plus une majorité. Du AAV, parce que je crois dans le potentiel de hausse de la défi aussi, de 6%. Du DOT, 5%, sur la partie DOT au niveau de la partie interopérabilité, parce que j'ai une diversification en termes de projet, en termes de token, en termes de blockchain et en termes de secteur. Ok, Aptos, ouais, super intéressant, on y reviendra après ouais, pour les différents secteurs. Ouais. voilà, Aptos, 6%, Matic, 6%, le Link, 7%, Atom, 6%, Dodge, 2%. Et puis après, il me reste des tokens provenant d'ICO auxquels j'ai pu participer, ou en fait même de pré-vente en private equity, en pré-seed ou seed. Bon, là, ça a cumulé, ça doit représenter, attends, je fais le calcul, voilà, c'est dans les 5% de l'ensemble du portefeuille. Bon, c'est des projets à haut potentiel si effectivement ça fonctionne. Voilà. Donc, une allocation en faisant effectivement attention aussi à avoir une diversification en termes de secteur, parce qu'il y a aussi une notion de rotation sectorielle dans le monde de la crypto. On va avoir de la hype sur un moment donné sur les FT, sur les play to earn, sur la DeFi, sur Layer 1, sur Layer 2. On a des choses comme ça qui tournent, donc ça me semble judicieux du coup d'avoir une diversification là-dessus de manière à pouvoir profiter dans son portefeuille, et aussi psychologiquement, hein, toujours cet aspect de pouvoir se dire ok alors d'être all-in sur un secteur me semble pas la bonne manière d'appréhender ce marché. Mais par contre, d'avoir un pied dedans, d'avoir une partie de son portefeuille exposée, ça c'est extrêmement important pour gérer aussi sa psychologie si ça se met à partir très fort en se disant ok bon, je ne suis pas dehors. Je ne loupe pas complètement, de ne pas avoir un effet je loupe complètement le train. Ça c'est le genre de choses qui peuvent nous pousser à faire du FOMO et à se dire ok je vends tous mes bitcoins et puis je mets tout dans les NFT parce que c'est la hype du moment. Là, c'est le meilleur moyen de se faire rincer par le marché. Les NFT, le métaverse, c'était pareil dans le même temps avec la hype des NFT. Il y a eu tout le métaverse, etc. Les Decentraland, etc. Ça a fait vraiment le yo-yo. Et donc, comme tu dis, c'est intéressant de pourquoi pas être exposé au marché, au secteur, et en fonction. Ou alors, si on a des croyances, je pense que c'est beaucoup aussi en termes de croyances et de convictions. Mais d'y être au moins un petit peu, c'est vrai que si le marché s'emballe, etc., on n'aura pas voilà cette frustration de pas avoir pris le train. On est un petit peu dedans. Et après. Donc une diversification comme ça, donc plusieurs lignes pour être diversifié sur les différents cryptoactifs, sur les différents projets, et indépendamment de ça, donc diversifié sur les secteurs. Donc tu as parlé de décentralisation, enfin de DeFi, de interopérabilité, Alors les secteurs du NFT, du métaverse, etc. Si tu veux, je peux lister les secteurs que moi j'ai identifiés et que j'ai mis dans ma liste. Donc au niveau des différents secteurs que j'ai identifiés, donc blockchain, les Layer 1 en fait, NFT, la DeFi, les exchanges, notamment avec voilà le BNB, les Layer 2, toutes les couches donc au-dessus des Layer 1 qui sont en train de se créer actuellement, les mèmes, meme coin, donc en l'occurrence notamment le Dodge, Shiba, etc. Les oracles, les play to earn, tout ce qui est autour de l'interopérabilité. Et puis, la thématique du moment, l'intelligence artificielle. Et puis donc là j'ai sélectionné une petite liste de projets que je surveille. Je suis surtout pas rentré maintenant parce que c'est maintenant que tout le monde saute dessus. Donc pour ma part, le plus souvent je rate en fait les premières vagues.
D'ailleurs, je cherche pas non plus à me positionner dessus. C'est plutôt, du coup, quand je vois une première vague, s'il y a des éléments fondamentaux qui me font dire que, ok, c'est un secteur, c'est valable pour tout, hein, ça, en dehors de même de la crypto, qui fait qu'il devrait y avoir une croissance de ce marché. En fait, j'attends qu'il y ait une stabilisation, que tout le monde s'en désintéresse pour rentrer et me positionner à ce moment-là. Donc voilà en termes de secteur. Ok, d'accord, Euh, ouais. Sur l'IA, est-ce qu'il y a deux, trois projets que tu pourrais peut-être citer comme ça en je, crypto ou... oui, je peux évoquer les projets que je surveille. Fetch AI, iExec, SingularityNet, Océan, CTXC, Agix et RLC. Et petite parenthèse sur l'AI, j'ai un chercheur en intelligence artificielle qui a intervenu pendant 3 heures dans ma communauté privée lundi. C'était édifiant. Il nous a démystifié. Je t'enverrai d'ailleurs le replay. Je pense que c'est vraiment Hmm, voilà, une belle valeur qui nous a amené dans cette présentation. Complètement démystifié ce qu'il y avait derrière ChatGPT. hmm. Euh, et en liaison avec l'intelligence artificielle, ce qui en ressorti, c'est que en fait, l'algorithme qui est derrière, tout le monde sait comment ça fonctionne. Il n'y a pas de secret en fait. Voilà, tous ceux qui sont dans l'intelligence artificielle, et il y a plein de gens qui cherchent justement à le déployer. Mais, mais, ce qui fait la différence sur la capacité d'implémentation et d'utilisation, c'est la quantité de données que l'on va posséder pour lui donner à bouffer Hmm. et la puissance de calcul. Je vous laisse faire le lien directement sur les opportunités d'investissement sur lesquelles ça peut être intéressant de se positionner. Et la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'étais étonné de voir Meta remonter aussi fort depuis début janvier. Je comprends un peu mieux maintenant. Voilà. Ouais, ouais, j'ai pas suivi Meta, mais oui, en effet, oui, c'est, ça va être lié. C'est sûr que tout le monde, tous les gros mastodontes travaillent dessus depuis longtemps, et là, forcément qu'il y a Allez. GPT qui sort comme ça, il y a tout cet engouement, toute cette Hmm. hype, etc. Ben ça favorise l'accélération pour tous ces mastodontes, Facebook, Google, etc. De proposer eux aussi leurs propres produits, de le sortir et de le mettre à disposition des utilisateurs. Ouais, Il y a un ouais, ouais. vrai. En fait, il y a. Bon, je digresse un peu sur cette thématique, mais qui me semble passionnante. Et on est vraiment face à une révolution industrielle, hein, Mm, réellement. Et je mm. pense que tu le saisiras quand du coup je t'enverrai le replay. Et il y a vraiment eu un cap de franchi sur voilà, depuis 2017 très exactement. C'est à ce moment-là où il y a cette approche de transformer, ils appellent ça comme ça. On a le deep learning, on a le machine learning et le niveau de-dessus, c'est vraiment l'intelligence artificielle. On n'est pas encore à un niveau d'intelligence artificielle, on est à des algorithmes extrêmement puissants qui font croire, qui donnent l'illusion d'être intelligents. Mm. Mais néanmoins, c'est pas parce qu'il y a des limites que ce n'est pas extraordinaire ce qu'ils sont capables de produire. Et Mm. bon voilà, c'était juste une petite parenthèse sur la thématique. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'arrête de Non, non, mais digresser. clairement, mais c'est super passionnant. On prend le temps et c'est aussi le but du podcast de pouvoir s'échapper un petit peu et de prendre le temps, voilà, d'aller un petit peu plus loin sur tous ces sujets passionnants. Du coup, pour en revenir sur cette constitution de portefeuille pour performer, notamment là sur cette année 2023 qui se profile. Euh, une fois qu'on a cette diversification, ces différentes prises de position, comme tu vois, et je te remercie d'ailleurs pleinement pour ta transparence parce que beaucoup gardent leur portefeuille, leur allocation, leur truc, ne veulent pas dire par peur d'eux, etc. Encore une fois, on répète, hein, c'est pas à recopier, c'est pas Ah forcément, oui, n'allez pas absolument acheter pas, hein. du Bitcoin, Mm. 25% de Bitcoin, 15% d'Ether, 10% de BNB, comme Ouais. tu l'as dit, hein, forcément, chacun fera sa Formez-vous. propre, voilà, formez-vous, Voilà. etc. Mais Ne croyez pas réussir dans ce marché sans vous former, sans accumuler de la connaissance, sans faire du suivi, sans vous renseigner sur les projets. voilà. Déjà, moi je connais plein de gens qui ont eu ce processus, qui n'ont pas eu les résultats qu'ils escomptaient lors d'un dernier bull run. Encore une fois, Mm. hein, le facteur chance est présent, hein, faut pas se leurrer. Euh, et alors ceux qui ne le font pas,
se font manger. Ils servent de nourriture pour ceux Mm, qui prennent des profits, hein. mm, C'est une grosse arène, hein. C'est une grosse arène. Vous êtes un gladiateur parmi d'autres et il y en a que très peu qui en sortiront vivants. Ça peut être violent en effet. Donc merci à toi pour cette transparence. Encore une fois, c'est vraiment intéressant. Et Avec une fois plaisir. qu'on a cette allocation, on a défini comme ça un peu cette allocation, cette définition de cette constitution de portefeuille. Derrière, je sais que tu as une appétence pour l'équilibrage. Hmm. Tu l'as dit, donc tu es exposé sur différentes cryptos, différents secteurs. Si Hmm. demain le Bitcoin part vraiment à la hausse, mais que les euh, Les les autres altcoins. petites, les altcoins, merci, je cherchais le terme, les altcoins ne bougent pas trop, etc. Et donc ta répartition de Bitcoin, allez, je prends une hypothèse, un scénario, là il est à 25% aujourd'hui de valorisation de ton portefeuille. S'il passe à 50%, parce que lui augmente avant toutes les autres, est-ce que tu rachètes un petit peu des autres, tu rééquilibres, tu rajustes, tu fais comment? Qu'est-ce que tu peux, toi, qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu pourrais préconiser et pourquoi tu le fais si tu fais quelque chose? Alors, euh, il ne faut pas forcément faire, en l'occurrence, ce que je fais. Je me permets de le faire. Alors, j'essaye de ne pas surestimer mes capacités aussi. Ça, c'est vraiment un exercice qui est compliqué, hein, qui est fin, qui nécessite de beaucoup se connaître. C'est pour ça que je me fais coacher, pour ma part. Ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs lors du dernier Bull Run de me faire coacher, de me faire accompagner, de revenir là sur bah, les raisons pour lesquelles, qu'est-ce que je ressentais, pourquoi j'ai pris ces décisions, quelles étaient les raisons profondes au final, parce que parfois on fait des choses. Je vous donne un exemple. J'ai eu un coaching dernièrement, j'ai pris une position sur Microsoft en mode FOMO. Vraiment, en mode Mm. FOMO. Et en plus, je le disais, c'est du FOMO. Je m'en rendais compte, je le savais. Et en fait, je suis revenu sur cet épisode en essayant de comprendre qu'est-ce qui s'était passé. En fait, ce qui en est ressorti, c'est que depuis quelques mois, je suis focus en mode machine. Tu vois, il faut que ça avance, je veux que ça délivre. Et moi, je dirais que mon euh, saboteur premier, c'est l'hyperachiever. Je crois que j'ai de la valeur parce que, et j'ai de la valeur aux yeux des autres parce que je fais un maximum de choses. Mm. Ce qui m'amène à oublier de prendre soin de moi au niveau de ma santé, à oublier de prendre du bon temps, à oublier de m'amuser, à délaisser parfois ma conjointe, à délaisser potentiellement ma famille. Donc je fais extrêmement attention à ça. Et donc depuis quelques temps, j'étais en mode, voilà, vraiment, il avait pris le pas sur cet aspect-là et vraiment, je plus du tout de euh, d'éléments pour le terme m'échappe, pour m'amuser, quoi. Et en fait, ça a été, j'ai besoin d'amusement. C'est humain. Et en fait, ce FOMO, je trouvais ça marrant. Tu vois, au moment où je l'ai fait, je le savais que c'était du FOMO. Je savais que je faisais une connerie. Je savais que si je le faisais pas pour les bonnes raisons, que j'avais rien analysé, que c'était, mais je trouvais ça fun. Et je m'amusais. Et en fait, c'était parce que j'ai délaissé cette partie-là, parce que je l'ai empêché de s'exprimer, eh ben, elle trouve un moyen de s'exprimer inconsciemment. Et donc, c'est ce que je veux expliquer dans l'importance de gérer ses émotions, de gérer sa psychologie, de gérer son équilibre personnel, parce que ça va dans vos décisions d'investissement, dans vos prises de position en termes de trading, ça va se manifester si vous avez des déséquilibres. Et moi, j'avais besoin de m'amuser, et ben voilà, ça s'est traduit de cette manière. J'ai fait du gambling. Voilà. Alors, c'est une position qui est gagnante, mais ça aurait pu être perdant. Mm, mm, mm. Voilà un exemple. Ou bien plus, ou encore bien plus gagnant, tout simplement. Ou Oui, faire encore plus de c'est gains. c'est Voilà. ça. Donc voilà, si j'ai fait du gambling parce que c'était fun et parce Mm, que mm, c'était mm. une manière pour moi de compenser le manque de fun que je ne prenais pas à côté parce que j'étais en mode faut que ça avance, il faut que ça délivre, il faut que voilà, Voilà. avec la pression que je pouvais me mettre. Alors je sais plus comment on en est arrivé là. On parlait donc du coup de la partie rééquilibrage. Et oui, je vais expliquer qu'il y avait des choses que je faisais qui n'étaient pas forcément à faire. Donc sur la partie rééquilibrage, moi ce que je conseille et ce que j'ai fait lors du dernier bull run dans toute la phase d'accumulation,
J'étais en mode bête et méchant. Ok, je regarde pas les cours, je fais mon rééquilibrage. Le Bitcoin est monté et je suis à 50% du portefeuille, et ben que je vends et je vais rééquilibrer et prendre des autres cryptos. Ce que je fais aujourd'hui, c'est notamment pour ça que j'ai fait 3 vidéos sur cette thématique de moi ce que je faisais et comment je le faisais. C'est que j'ai des indicateurs et je vais éviter de faire du rééquilibrage et de racheter une crypto qui a cassé un plus bas. Parce que potentiellement, ça serait mauvais signe. Qui a potentiellement beaucoup poussé. Parce que il y a un risque de correction qui est pas anodin. Ou qui a des fondamentaux qui sont inquiétants. Parce que je fais aussi un suivi au niveau des projets pour vérifier qu'il n'y a pas des choses qui sortent qui pourraient... Typiquement, un des indicateurs que je suis, c'est le nombre de commits sur le GitHub, notamment, au niveau des projets. Si je vois qu'il y a un projet, ils ont plus commité plus rien depuis 2 mois, c'est peut-être pas très bon signe, quoi. Et typiquement, c'est le genre de choses où je vais me dire, bon, c'est peut-être pas le moment de rééquilibrer ce projet. Peut-être même qu'il faut le diminuer en pondération et peut-être même le faire sortir à un moment donné du portefeuille. Donc, selon votre niveau, si vous êtes en mode débutant, si c'est votre premier bull run ou ça va être votre deuxième bull run et que vous êtes en phase de préparation d'accumulation, voilà, soyez en mode simple, vous rééquilibrez, vous vous posez pas de questions. Et à la rigueur, ça ne vous empêche pas de suivre ces indicateurs et de vous les approprier, de voir comment ils réagissent face au marché, de voir comment vous les interprétez et qu'est-ce que fait le marché derrière. Ça va vous faire monter en compétences, ça va venir nourrir votre connaissance inconsciente du marché aussi, votre meilleure appréhension, et potentiellement plus tard, vous pourrez vous permettre de faire ce que je me permets de faire aujourd'hui. Et encore une fois, je reste très prudent sur ma potentielle surestimation de mes propres capacités. Voilà, toujours se dire, ok, peut-être que justement, je me crois plus fort que ce que je suis, et j'essaye vraiment de faire attention à ça. Yes, super intéressant. Du coup, un rééquilibrage en fonction de ses niveaux de connaissances, mais donc un rééquilibrage. Tous Est-ce les que mois, tu as... vous faites votre rééquilibrage. Vous avez de votre pondération, vous avez une valeur qui a, voilà, l'approche du rééquilibrage simple, c'est je me pose pas de questions. Je me suis bien renseigné sur les projets, je les ai définis. Oui, dans certains de ces projets, il y en a qui potentiellement iront à la casse. Ça fait partie du jeu. C'est aussi pour ça qu'on se diversifie. C'est aussi pour ça qu'on se positionne sur différents secteurs. C'est normal. Si ça arrive, c'est normal. Mais vous avez fait en sorte justement de créer cette diversification parce qu'il y en a un ou peut-être d'autres projets qui vont compenser ce projet qui, lui, se sera craché. Donc, Moi, ce que j'ai fait là sur le dernier bull run ou pas, enfin au fin de bull run, mais en tout cas, donc j'étais positionné, tu vois, entre Bitcoin, Ether, BNB, etc. J'ai à peu près un équilibre qui ressemble un petit peu au tien. Et puis après, tout plein d'autres altcoins où je m'amusais ou sur des projets, etc. Et j'avais pris forcément, ça avait bien augmenté, etc. Et notamment, j'étais pas mal sur le BNB d'un moment donné, qui avait bien pris. J'ai liquidé un petit peu pour pouvoir me permettre de rentrer sur des ICO qui me parlaient. Tu vois, j'ai rééquilibré de cette façon-ci, entre guillemets. Alors, j'ai pas rééquilibré sur d'autres, mais ça m'a permis de rentrer, de faire de nouvelles positions, de nouvelles rentrées sur des projets que j'estimais intéressants et sur des ICO, etc. Donc, ça peut être aussi, je pense, l'occasion de découvrir d'autres secteurs. Voilà. Et il y a également la possibilité carrément même de sortir complètement, de sortir aussi en fiat, en cash, pour réaliser d'autres projets, que ce soit si on veut faire construire, enfin voilà, développer le patrimoine sur d'autres classes d'actifs, l'immobilier, sur pourquoi pas la bourse, d'autres choses, du private equity, etc. Ou même un plaisir, hein, parce qu'il faut comme tu t'en parlais, hein, la notion d'équilibre, faut pas oublier de se faire plaisir, partir en vacances, etc. Quelqu'un qui fait faut vivre. Voilà, faut vivre. Hein. Exactement, ouais. Donc voilà. Est-ce que toi, tu as une stratégie de sortie particulière ou oui, non, comment ça se passe? Parce que donc, si j'ai bien compris donc ton parcours, tu as profité vraiment du bull run, tu as un petit peu allé un moment de ta vie en mode bourrin, un peu all-in sur les cryptos parce que ça te correspondait, encore une fois, toi, sur ton schéma de vie, etc. Donc, t'as mis le paquet. Et de là, forcément, c'était life changer, comme tu le dis, parce que ça représentait des sommes assez conséquentes. Donc,
est-ce que tu pratiques peut-être une stratégie où tu pourrais recommander une stratégie de sortie par palier, comme certains peuvent le faire, ou tout d'un coup, ou à des niveaux qui sont prédéfinis en avance, oui, non? Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Parce que de rentrer, c'est assez simple sur le marché des cryptos. De sortir et d'avoir le bénéfice, C'est dur. c'est ça qui nous intéresse au final. C'est le plus dur. Clairement, tu as plein de gens qui vont être en plus-value latente sur le papier et Hmm. qui ne les prendront pas. C'est le gros de la population, hein. C'est le gros des gens au niveau du marché crypto, hein, qui vont d'ailleurs dire sur le réseau, ah regardez, je suis à plus X% et tout. Ok, mais enfin, si ça se trouve dans quelques mois, ça sera plus la même quoi. Donc Moi, le premier, je suis en mode holder. J'ai ouais, quasi rien sorti alors depuis le début, mais j'ai une solution par rapport à ça. C'est moi la couche que j'ai superposée sur l'ensemble du portefeuille, qui est du value averaging. C'est un truc où j'ai fait une vidéo pour expliquer ce que c'est, parce qu'en fait, je n'ai trouvé aucune vidéo française qui en parlait, et très peu au niveau de vidéos en anglais. Et pourtant, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt... euh, alors voilà, il y a la vidéo sur ma chaîne si vous voulez aller voir, mais qui est plutôt bien adapté au marché des cryptos, parce que le principe, ça va être justement de quand on a une target de valorisation du portefeuille, et en fait, par rapport à la méthode, à l'accumulation que l'on va mettre en place sur, par exemple, 12 mois ou 24 mois, ou, voilà, ou entre 2 ou 18 mois, enfin voilà. Euh, eh bien, quand on dépasse la target linéarisée de ce portefeuille, ben, en fait, on prend des profits. On vend, on sort du cash. Et avec pour objectif aussi ben, de potentiellement rentrer plus fort. C'est pas du DCA du coup. On va pas rentrer la même somme tous les mois. C'est ben, ce que j'estime être le niveau au-dessus. Où on va parfois vendre, effectivement. Et là, ça nécessite aussi, encore une fois, d'être discipliné. Ça sous-entend aussi que si ça continue à pousser, eh ben, c'est de la plus-value qu'on ne prendra pas. Mais ça fait aussi partie du jeu. Et c'est une stratégie qui permet justement de tous les mois de dire, OK, ben, si je suis au-dessus de la valorisation linéarisée de mon portefeuille prévu sur une durée donnée, à ce moment-là, ben, je prends des profits et ça me permettra ben, de recharger plus tard, ou tout simplement, c'est une somme qui peut être parfois mis de côté et consacrée à d'autres projets. Donc voilà, il y a cet aspect value averaging qui est, moi, je trouve parfaite là, dans une phase où on a un potentiel rallye sur cette année. hum, hum, hum. Ok, donc Euh, concrètement, typiquement, si concrètement, quelqu'un qui se positionne aujourd'hui, qui est pas du tout rentré sur les cryptos, qui rentre aujourd'hui, ou alors qui est déjà rentré avant, le Bitcoin aujourd'hui a une valorisation de 24 000 dollars. hmm. Euh, il se fixe un objectif, disons, fin 2023 ou 2024, ou enfin voilà, un objectif dans la Mhm. durée, se fixe un objectif en termes de valorisation, donc peut-être un x2, allez, disons 50 000 dollars, et tout ce qui Alors, dépasse, je vais sortir un petit peu, enfin, comment ça marche concrètement valorisation du portefeuille, en fait, c'est OK. C'est de dire, OK, à telle date, je veux être arrivé à un portefeuille qui représente, par exemple, 100K. Et donc, on a un aspect linéaire par rapport au moment où on commence et à l'objectif final, où en fait, ben, on a une droite Ok, qui est tracée. Et à chaque fois, chaque mois, si on dépasse cette droite, on vend le surplus. Et le mois ok, d'après, si d'accord. effectivement on a eu une correction que ça a diminué, eh ben on rachète. Et de cette manière, on va optimiser d'autant plus son point d'entrée, son achat, son panier moyen, avec aussi euh, ben, une capacité à prendre des plus-values dans le marché crypto où ça peut pousser très fort. Voilà. Ah oui, Et d'accord, ouais, ouais. si jamais on a un rallye haussier, ce que je crois être quelque chose qui s'est lancé là, attention, ça peut être cuté, il peut y avoir une guerre par exemple. Je croise les doigts pour que ça ne soit pas le cas, ou un effondrement d'économie. Enfin voilà, on le voit, ça impactera le marché quoi. Mais s'il n'y a pas d'événement exogène de ce type au marché des cryptos, je crois qu'on est sur un rallye haussier. Je ne pense pas qu'on cassera la TH, mais ça peut du coup fournir des plus-values et plutôt sympathiques. Euh, donc voilà, ça permet de moyenner. Et pareil, dans ma vidéo où j'explique le principe, j'ai fait des simulations. Ok, en bear market, ça donne quoi? En bull market, ça donne quoi? En phase de latéralisation, ça donne quoi?
Bon, voilà, c'est pas une méthode magique. Elle ne fonctionne que si on est sur un marché, que si on est sur un marché en croissance d'une manière générale. Ok, ouais, Et d'accord. Ouais. clairement, en bear market et en phase d'accumulation, ça donne des bien meilleurs résultats que si on fait juste du DCA bête et méchant. Ok, d'accord. Ouais, ouais, c'est une histoire de, ouais, un peu. C'est pour ça que tu faisais le parallèle avec le DCA. C'est encore autre chose où tu moyennes, tu te fixes cet objectif et tu pondères vraiment par rapport à l'objectif qui était fixé, qui était défini à l'avance, et tu respectes scrupuleusement, C'est ça. forcément, et ça demande. Ok. Ouais, Et très intéressant. il y a une couche supplémentaire qui est essentielle, hein. Et moi Hmm. qui m'a permis de pas me griller en fait lors du dernier bull run. Et ça, j'en avais parlé sur ma chaîne en détail d'ailleurs. C'était en janvier 2021, tout début janvier, où j'avais pareil donné mon portefeuille et j'ai défini des targets de multiples sur chacune des cryptos et des tokens sur lesquels je positionnais. Je fais un potentiel de multiple versus USD et un potentiel de multiple versus Bitcoin. Je fais une moyenne de ça. J'enlève 20% et ça me donne une target que j'estime réaliste par rapport à ce que je peux avoir, à ce que je peux sortir en termes de valorisation finale de ce portefeuille. Euh, Ce qui permet d'avoir quand même quelque chose qui est factuel. Alors, j'explique dans ma vidéo comment je fais ce calcul en regardant les graphiques, en faisant des comparaisons, en regardant par rapport à ce qui s'est passé lors du dernier bull run, en tablant aussi sur une diminution de la volatilité dans le temps, parce que plus on a de capitaux qui sont injectés dans ce marché, moins on aura de volatilité, et ça fait partie des choses liées à l'adoption. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et et voilà, ça permet d'avoir une target qui soit aussi réaliste que possible et pas juste du OK, doigt mouillé en mode ah ben voilà, j'ai mis 100K, ah ben je voudrais faire un x20. Ouais. Il y en a plein qui font ça en disant moi je suis sur un x20. OK, mais pourquoi? Comment tu calcules ça? C'est OK, tu aimerais ça, mais en quoi c'est ancré dans le réel? Et et moi, c'est ce qui m'a sauvé lors du Daniel Bull Run, c'est d'avoir fait cet exercice et je ne l'avais pas éteinte, cette target. J'étais à Hmm. 5%. Par contre, avec tout ce que je regardais comme autre indicateur et avec encore une fois l'entourage des bonnes personnes autour de moi, je me suis dit, ok, là ça pue. Est-ce que les 5% que je veux grappiller versus ce que je peux perdre, qui là aujourd'hui change ma vie, est-ce que ça vaut le coup? Risque, gain. Clairement non. Exactement, ouais. Donc Exactement. Ouais. je suis sorti, j'ai vendu. Voilà. Ouais, exactement. Mais après, je sais plus quel grand investisseur, je sais pas si c'est Warren Buffett ou autre chose, une citation bien connue de dire je me suis enrichi à force de sortir trop tôt. Ouais, alors Je sais c'est plus pas qui, Warren hein. Buffett, le nom m'échappe, mais absolument. ou, Effectivement, en vendant trop tôt, ou Ray Dalio peut-être, ou je sais pas pas Ray qui, Dalio non mais plus, c'est encore quelqu'un d'autre. Mais absolument, c'est une citation qui est excellente et qui est absolument qui est assez vraie en simple, fait. mais en fait, faut prendre ses gains Ouais, et faut c'est savoir ça. prendre ses gains tout simplement et pas être trop, Mm. voilà, J'ai poussé. créé cette métaphore moi du mammouth, c'est que essayez pas de bouffer le mammouth, il est trop gros. C'est lui qui va vous écraser. Vous prenez votre morceau de viande, voilà, et vous vous cassez vite. Ouais, c'est pas mal cette métaphore du mammouth en effet. Ouais, bah il y en a assez de prendre un bon morceau de chair. Là, on l'imagine, on le Mm. voit. Ceux qui aiment la viande, ceux qui sont peut-être plus végétariens, peu importe. Mais vous allez pas manger tout le champ de de blé. Prenez C'est un ou ça. deux épis, on va se régaler. Et il y en a déjà assez, mais déjà de prendre sa Voilà. part, de prendre sa part. Exactement, ouais, super intéressant. Bah écoute, en tout cas, merci déjà pour voilà ce beau tour d'horizon. Donc on voit pour résumer un petit peu les propos là jusqu'à maintenant. Donc déjà c'est de pour celles et ceux qui ne sont pas, c'est de rentrer déjà sur ce marché crypto pour goûter avec quelques dizaines d'euros, quelques centaines en fonction de vos moyens, un peu plus si, voilà, sans se mettre en difficulté, mais déjà pour goûter, pour tester, pour voir. Formez-vous, continuez à être curieux et après de se construire un portefeuille diversifié en termes de crypto, diversifié en termes de secteur, et après différentes façons de voir en tout cas toi la stratégie que tu t'appliques à toi-même. C'est ça, cette diversification, ce rééquilibrage avec cette méthodologie bien particulière, voilà, avec ce value averaging comme tu le dis, avec Averaging, cette c'est target, ça. voilà, qui n'est pas tout à fait Et un DCA, qui est un peu plus optimisé pour les raisons que tu as citées, mm, etc. Donc c'est ça. et prendre et savoir prendre ses gains du coup via toutes ces méthodes, c'est important ouais,
Bon, derrière, ok, cool. Est-ce que tu as d'autres préconisations à faire par rapport à ce marché donc que on peut potentiellement voir haussier pour 2023? C'est une hypothèse, encore une fois, hein, personne n'a de boule de cristal, Oui. on le répète encore et Mhm. toujours, Tout à fait. mais c'est une hypothèse qui est probable. Est-ce que, tiens, à l'inverse, une autre question, est-ce que à l'inverse, donc là on voit comment prendre ses gains, etc., est-ce que toi tu te fixes à l'inverse des stop loss où tu mets des choses, alors on l'a ressenti de ce que tu disais, Une bonne question. tu vois, tu as des indicateurs qui vont même bien plus que le simple fait mécanique de dire, tiens, là, je prends mes gains, tel truc, ou j'arrête là au doigt mouillé, tu étudies, tu vas voir, etc. Mais comment tu fais pour... comment tu te fixes? Est-ce que tu mets un pourcentage? Est-ce que tu mets en fonction des cryptos, des trucs, et tu te laisses plus de latence? On l'a parlé, hein, c'est volatile le marché, donc si on met un stop loss à, je sais pas moi, à 10-20% de la valeur, je rentre sur une valeur qui est à 100, je mets un stop loss à 80, ben potentiellement sur une Mhm. journée, une semaine, ça peut faire un petit yo-yo, c'est volatile. Donc Mhm. comment on fait pour là-dessus pour gérer ses pertes au mieux parce que donc ça fait partie de la réussite, hein, beaucoup plus que peut-être empocher, savoir empocher les gains. C'est une très bonne question. Moi, je n'ai aucun stop loss. En l'occurrence, là, j'accepte le risque et l'asymétrie de perte potentielle versus gain potentiel. Ok, ben oui, ça peut aller à zéro. Le secteur crypto, il faut s'en rappeler, hein, le secteur crypto est encore un secteur jeune, il peut s'effondrer. Certes, la probabilité me semble extrêmement faible, mais ce n'est pas non plus zéro, quoi. Euh, Si ça s'effondre et que tout tombe à zéro, bon ben, il faut que vous soyez en capacité de poursuivre en fait votre chemin, quoi. Que encore une fois, ce ne soit pas votre seul scénario d'enrichissement. Ça, c'est pour la résilience psychologique. C'est fondamental. Donc, pas de stop loss. Si je perds tout ce que j'ai mis là aujourd'hui, bon bah ça fait pas plaisir, bien sûr, hein. Le truc de mettez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Non, je suis pas le prêt à le perdre cet argent. Moi, je veux en gagner. Après, est-ce que pour autant ça va changer ma vie? Non. Voilà. Bah ok, bah je continuerai sur les autres choses que j'ai à côté et voilà. C'était aussi le pari encore une fois que j'ai fait en novembre 2020. Si j'avais perdu cet argent, ça m'aurait fait pas plaisir du tout, hein, clairement. Il aurait fallu plusieurs années pour reconstituer la somme, mais, mais ma vie ne changeait pas fondamentalement. Voilà, j'avais toujours ma maison, j'avais toujours mes business, je pouvais continuer à donner les choses que je veux donner à mes filles. Euh, et puis voilà. Tout à fait, ouais, super intéressant donc de construire ça et puis voilà d'y aller en connaissance de cause et à l'intérieur donc du portefeuille sur les différentes valeurs donc c'est le même principe. S'il y a une valeur qui s'effondre en fonction, on arbitre oui non à un moment, Mm. mais t'as pas de stop loss automatique qui se déclenche à tel niveau, etc. Non, Non, pas de considération comme ça. Et si une valeur s'effondre totalement et que t'as tout perdu, bah il y a peut-être une autre qui va compenser. D'où la c'est ça. répartition encore, la diversification. Mm, mm. Par thématique, etc., etc. Ok, super intéressant. Bah écoute, merci pour cette transparence encore une fois et toute la valeur. C'est vraiment ouais, une émission passionnante. Est-ce que tu as des projets français sur la crypto blockchain que tu suis particulièrement, peut-être une ICO dans laquelle tu es rentré dernièrement où tu pourrais, enfin sans faire de Alors, conseils, sans faire de pub, peu importe, mais toi un projet qui te oh, tient à je cœur, peux que dire, tu je suis. le dis déjà publiquement, hein, les projets français, Hmm, notamment sur lesquels je suis positionné, hein, donc il n'y a pas y a pas aucun secret là-dessus. Moi, je suis positionné sur un projet qui s'appelle ArtTrade, parce que bah, notamment le fondateur, en fait, on était rentré dans ma communauté privée en pré-sale. Le fondateur fait partie de notre communauté privée aussi. Donc ma communauté Youmento, hein, pour faire un peu de pub. Et donc je suis positionné là-dessus, c'est dans le secteur des NFT et normalement l'application va sortir dans les mois qui viennent. Donc c'est un projet français. Ensuite j'ai mon c'est ami art trade, le trading de l'art, c'est A ça? Art trade. ARTRADE. Ouais, Voilà, ouais. Art trade. l'ATR, le Hmm. token. Euh, Ensuite, je suis positionné sur le SEAL. Alors maintenant, c'est MyDND. Avant, ça s'appelait XSL Lab. Et Hmm. c'est le projet de mon ami Georges, alias Slashcoin, en fait. D'ailleurs, il m'a interviewé il y a, je crois que la vidéo est sortie semaine dernière. Ouais, c'est ça.
et du coup qui vit aussi à Maurice, et que je vois régulièrement. Voilà, j'ai doublé mon bag de cils semaine dernière ou semaine d'avant, il y a 2 semaines. Voilà, je dis ce que je fais. Encore une fois, aucun conseil, juste moi je suis juste un type lambda qui partage ce qu'il fait, mes réussites et mes erreurs aussi, hein, parce que il m'arrive de me Mhm. planter, hein, comme tout le monde. Et j'en parle aussi sur ma chaîne, en toute transparence, quand je me plante. Et c'est normal, hein, ça fait partie de l'apprentissage. Et si d'ailleurs vous n'avez pas d'échec, c'est que vous n'essayez pas assez fort. Super, super, super intéressant. Ben écoute, on ira suivre ces deux projets. Mais moi-même, hein, j'étais rentré sur le site lors de Ah, l'ICO. Ouais, ouais, ouais. voilà. Euh, Impeccable. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, bon, tous ceux qui sont rentrés, bon, ça a fait les montagnes russes. Tous ceux qui sont holders comme moi, qui ne sortent jamais, je vais y travailler. On fait la montagne russe sur ce token aussi. Mais est-ce que tu peux juste rappeler ce projet, qu'est-ce qu'ils font fondamentalement derrière, etc. En deux Oui, mots? c'est de l'identité numérique. Hmm. Donc l'objectif, c'est de pouvoir vous authentifier via la blockchain sans avoir à donner vos données personnelles. Et je trouve le projet génial. Donc, voilà, Georges a d'ailleurs rejoint ma communauté privée il y a de ça un mois, 3 semaines, un mois, Cool. je sais plus Hmm. exactement. Hmm. Et donc, on est plusieurs dans la commu à s'être positionnés sur le token. Voilà, j'ai un accès privilégié en termes de suivi de ce qui se passe aussi. Voilà, ça aide un petit peu. Super, bah écoute, avec plaisir en tout cas, même pour mettre tous les liens sur ta communauté, ta chaîne. Donc, t'as une chaîne Merci. YouTube hein, qui a, je ne sais plus combien d'abonnés, mais qui cartonne, qui marche très très bien. Donc, Ouais, c'est une petite chaîne, Youmento. c'est gentil, hein, mais c'est une toute petite chaîne. Putain, je regarde le nombre d'abonnés dans les 7000 et quelques, 7765 à l'instant T, tu vois. Donc Ouais, c'est une comparé toute d'autres, petite enfin après c'est chaîne. toujours relatif, mais ça marche très très bien avec voilà des sorties, des vidéos, etc. Très très régulières et voilà Merci, de la bonne voilà, valeur sur cette sur cette chaîne. Mais je j'essaye. mettrai avec grand plaisir toutes les coordonnées en descriptif de cette émission. Euh, Tu as évoqué tout à l'heure, j'aime bien en fin d'émission demander si tu as des ressources que tu pourrais recommander, notamment en termes de livres, mais ça peut être toute autre chose. Mm. Tu as parlé du livre de euh, Le Mémoire d'un l'Internet, spéculateur. Et Mémoire d'un l'Internet de l'argent. spéculateur et l'Internet de l'argent exactement, de Ouais, Andreas Antonopoulos, si je dis pas de bêtises. c'est ça. Euh, Je me risquerai pas à le prononcer. Est-ce que tu aurais peut-être d'autres ressources à recommander et pourquoi ou Alors, je pas? vais sortir un peu du domaine de la crypto en l'occurrence. Euh, pour ma part, un élément qui a été fondamental dans ma vie sur ces dernières années, c'est le travail que j'ai fait sur moi-même et sur de la compréhension de qui je suis profondément. Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est la notion d'ikigai. Je sais pas si quelque chose qui te parle. Vous avez des livres sur la Hmm. thématique, vous avez plein de ressources sur Internet là-dessus. Globalement, c'est de trouver une activité, et moi c'est ma communauté privée, qui regroupe à la fois ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, ce que vous aimez faire, et de ce qui vous... Alors, la traduction a été qui vous fait gagner de l'argent, mais en clair, qui vous permet qui vous rétribue. Voilà. Moi, j'y trouve des rétributions à la fois d'un point de vue financier et beaucoup plus de valeur encore en termes de réseau, d'opportunités. Donc voilà, c'est de trouver une activité comme ça qui regroupe ces éléments. Bah, c'est votre ikigai personnel. Et, euh, et je pense que c'est une belle probabilité que vous offrez d'avoir du coup une vie qui vous rende épanoui. Yes, super, super intéressant. Tu parlais également, tu évoquais ton livre qui retrace son parcours, etc. On peut Oui, le retrouver quelque part, c'est en cours d'écriture, ça va Ok, sortir, ça avance bien.
Donc voilà, dans quelques mois. Il y a sur ma chaîne en description, vous pouvez vous inscrire pour être prévenu quand il sort. Voilà, si jamais je donnerai le lien pour s'inscrire Super. et Il recevoir y a déjà l'invitation. un titre qui est prévu, qui est identifié, Euh, qui est public ou pas? pas tout, c'est pas encore arrêté, mais ça va être un peu putaclic, hein, clairement, et avec aussi pour objectif, je m'en cache pas, hein, de surfer sur le prochain bull run. Donc ça va être un truc genre, ok, comment je suis devenu crypto-millionnaire, quelque chose comme ça, voilà, ou qui explique tout le parcours et tout ce que tout ce par quoi tout ce que j'ai traversé. Euh, et tout ce qui m'a amené aussi à ça. Ok, d'accord, ouais. Donc le titre un peu bling bling machin, etc. Mais par contre tout le parcours super inspirant, super intéressant à l'intérieur pour découvrir tout le cheminement et comment. Ouais. Super intéressant et pareil, j'aime bien demander si tu as un petit mantra, une petite citation que tu te répètes régulièrement ou que tu pourrais répéter à tes amis, à tes proches, quelque chose que tu aimes bien répéter. Ouais, il y en a quelques-unes, à vrai dire. J'ai une routine matinale où je relis un certain nombre de phrases pour venir changer mon inconscient parce qu'il y a plein de choses qu'on fait où en fait on croit qu'on contrôle, mais on contrôle rien du tout. Euh, alors, j'aime beaucoup cette phrase de l'intelligence est dans la nuance. Euh, voilà, elle est vraiment, je trouve Hmm. que elle est, elle est très puissante. Et sur plus un aspect personnel, éducation. Les enfants n'écoutent pas ce que vous dites, ils regardent ce que vous faites. Voilà. Clairement. Clairement, clairement. Super inspirant. Et pour les enfants, oui, je te le confirme, pour être Mm. également papa de deux jeunes filles De tout petites comme filles, toi, hein, c'est ça. Ouais. c'est ça, ouais. C'est Ouais. ça, et c'est tellement vrai. Mm. Euh, on apprend énormément hein, grâce aux enfants, hein, nous-mêmes. Ouais, ils nous rendent, C'est ils ont la capacité de nous rendre meilleurs. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a rendu meilleur d'avoir des enfants, clairement. exactement. On peut avoir l'impression que nous, on est là pour leur apprendre ci, pour leur apprendre ça, mais à l'inverse, ils nous donnent mais tellement. Enfin bref. Mm. Après, Mm, c'est mm. encore un autre débat. C'est On ça. va pas digresser encore une fois et partir là-dessus, mais c'est super, super inspirant, super. Est-ce que aussi, dernière petite question, et puis après je te laisserai le mot de la fin pour conclure cette superbe émission. Est-ce que à l'inverse, donc on a compris, tu es investi sur les crypto-monnaies, que tu as un patrimoine qui ne s'arrête pas à cette simple classe d'actifs. Euh, Est-ce que tu as une classe d'actifs par contre dans laquelle tu n'investirais pas et si oui, pourquoi? Hmm. Une classe d'actifs ou un actif, peu importe, hein, soit une classe, soit un actif dans lequel tu ne souhaites Ah, pas investir et pourquoi? alors, j'évite la France. Je suis déjà exposé en fait à ce niveau-là, donc je me renforce pas en fait. Je cherche à me diversifier géographiquement parlant. Ensuite, alors j'en ai parlé, hein, moi j'ai surfé sur les actions du domaine de la défense, pour le dire d'une manière policée, mais en clair c'est l'armement. Euh, Malheureusement, c'est voilà, c'est l'époque qui veut ça. Et donc j'ai pris mes profits. Je crois que c'était en novembre. Hmm. Pareil, j'avais communiqué dessus et ça m'avait valu pas mal de foudre de personnes de dire clairement que mais voilà, je dis ce que je fais, hein, que je m'étais positionné sur cette classe d'actifs. Après, il y a un truc sur lequel je ne me sens absolument pas d'aller. Je sais pas si ça répond correctement à ta question, mais je suis très ouvert d'esprit en termes d'investissement. Mais après, sur tout ce qui va être ouais, l'exploitation de travailleurs esclaves ou tout ce qui va être autour du porno, c'est pas des trucs auxquels j'ai envie de toucher, quoi. Voilà. Oh, ok, Je sais pas super. si... Bon, voilà. Non, non, mais c'est très clair. C'est plus des secteurs d'activité, mais oui, oui, très, très, très clair, très, très clair. Ça pourrait être, ça aurait pu être, je dis une bêtise, hein, mais une classe active, ça aurait pu être l'immobilier parce que t'as pas envie d'investir pour X raison, etc. Je sais très, très bien que c'est pas du tout le cas et bien au contraire, mais voilà. Donc non, non, mais parfait pour ta réponse et c'est top. Euh, Merci encore une fois même pour ta transparence, tu vois, sur lesquelles tu as investi et que ça t'a valu peut-être les foudres un petit peu de certaines personnes. Mais bon, après, c'est comme ça, on peut pas plaire forcément toujours à tout le monde. Et puis on évolue Et- avec le temps. C'est une question aussi de générationnelle, etc., etc. Et, c'est clair.
D'ailleurs, si d'ailleurs, ça peut peut-être être le mot de la fin, si tu es d'accord. Avec grand plaisir, j'allais te laisser justement le mot de la fin pour conclure cette émission, donc je t'en prie, fais-toi plaisir Cédric, tu as la parole. Voilà, je crois qu'il ne faut pas plaire à tout le monde, en fait. S'il y a une grande leçon que j'ai pu apprendre ces dernières années, notamment en lançant ma chaîne YouTube et en me dévoilant, c'est que c'est un levier extraordinaire pour du coup attirer à soi des opportunités qui nous correspondent, attirer à soi des gens qui nous correspondent et repousser les autres. Et ça a un effet du coup accélérateur sur votre vie et sur vos aspirations et là où vous voulez aller, qui est extrêmement puissant. Voilà, c'est s'exposer, c'est accepter la critique, mais comme souvent, c'est derrière la peur qu'il y a les meilleures choses. Yes. Super. Bah écoutez, à méditer là-dessus. En tout cas, mille merci pour tout ce super temps passé ensemble. Je suis persuadé que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent, passer plus d'une heure d'émission ensemble sont ravis également. J'ai appris plein de choses et je mettrai en place, je m'engage publiquement grâce à toi à mettre des stratégies, en tout cas pour revenir sur le thème de l'émission, des stratégies de sortie pour prendre les gains. Si prochain bull run il y a, la phase d'accumulation c'est bien et de pouvoir sortir, profiter pour faire d'autres choses c'est bien aussi. Donc tu vois, je mettrai en place et je m'amuserai à tester cette stratégie de value averaging comme ça. Je t'en ferai le retour avec grand plaisir. Oui, à dispo, n'hésite pas, surtout à me solliciter, à échanger, si tu veux en discuter, ça sera vraiment, moi j'adore partager, donc comme toi d'ailleurs. Yes. Donc très volontiers. Super, merci super. Bah écoute, merci à toi et encore une fois pour celles et ceux qui souhaitent retrouver Cédric, vous pouvez aller consulter donc sa chaîne YouTube Youmento, son profil LinkedIn également. Tu es présent peut-être sur d'autres réseaux que tu mets en avant, Twitter ou autre peut-être? Oui, un petit peu de TikTok où j'essaye de faire des vidéos courts mais éducatifs. C'est pas ce qui a le plus de succès sur TikTok, mais c'est pas grave. Et oui, sur Twitter, mais je tweete pas énormément, quoi. Je suis surtout sur effectivement YouTube et éventuellement LinkedIn. Ok, super. Ben, c'est bien noté. Encore une fois, on mettra tous les liens en descriptif de l'émission. Mille merci et je vous dis à tous et à toutes à très très vite pour une nouvelle émission. Et ciao ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de la bonne fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!